Le café était encore chaud quand mon fils m'a regardé dans les yeux et m'a dit, d'une voix ferme comme s'il lisait un contrat, « Maman, soit tu signes la procuration, soit tu trouves un autre endroit où dormir. Tu as jusqu'à demain matin. » J'ai posé ma tasse, lentement. Le bruit du porcelaine sur la table a résonné dans le silence de la cuisine comme une sentence. Je l'ai regardé, lui, mon fils unique, celui pour qui j'avais tout sacrifié, et j'ai souri. Il n'a pas compris ce sourire. Il ne pouvait pas. À côté de lui, sa femme Isabelle fixait ses ongles avec cette expression qu'elle réservait au moment où elle avait déjà gagné. Elle portait une veste neuve, chère. Payée avec quoi? Je préférais ne pas y penser. « Tu m'as entendu, maman ?» a insisté mon fils Julien. Je l'ai entendu. J'entendais chaque mot depuis des mois, chaque remarque sur le prix du chauffage, chaque soupir quand j'allumais la lumière du couloir, chaque conversation à voix basse qui s'arrêtait dès que j'approchais. Oui, j'entendais très bien. C'est précisément pour ça que j'avais préparé ce qui allait suivre. « Je t'ai entendu ?» ai-je répondu en me levant doucement. J'ai pris mon sac à main sur le buffet, ce vieux sac en cuir marron que mon mari Raymond m'avait offert pour nos 30 ans de mariage. Mes mains ne tremblaient pas. Je suis allée dans ma chambre, j'ai fermé la porte derrière moi, et j'ai composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis presque 7 ans. La voix qui a décroché était la même. Un peu plus grave, peut-être, mais toujours aussi posée. « Marguerite ?» C'est Elisabeth. Un silence. Puis, « Elisabeth, je savais que tu appellerais un jour. C'est maintenant. Tu es sûre ?» Plus que je ne l'ai jamais été, elle n'a pas posé d'autres questions. C'est ce que j'aimais chez Marguerite Fontaine. Elle n'avait jamais eu besoin qu'on lui explique 2 fois. Je serai là dans 1 heure. J'ai raccroché. J'ai regardé la pièce autour de moi. Ce lit que Raymond et moi avions choisi ensemble chez un antiquaire de Lyon. La photographie sur la commode, celle de notre mariage à Saint-Rémy-de-Provence, un matin de juin avec le soleil dans les lavandes. La pile de livres sur la table de nuit que ma belle-fille avait demandé à ranger parce que ça fait désordre. J'ai ouvert le tiroir du bas de l'armoire. Derrière les pulls pliés, il y avait une enveloppe Kraft fermée avec du scotch. Je l'ai glissée dans mon sac sans l'ouvrir. Je savais exactement ce qu'elle contenait. Quand je suis retournée dans le salon, Julien et Isabelle étaient assis côte à côte sur le canapé qu'ils avaient acheté pour remplacer le mien. Ils me regardaient avec cette expression de propriétaire, attendant qu'un locataire indésirable plie bagage. « Quelqu'un vient me chercher, ai-je dit simplement. Isabelle a levé les yeux. « Qui? Tu verras. » Mon fils a croisé les bras. « Maman, ne fais pas de scène. On veut juste que tu comprennes que... » « Je comprends très bien, Julien. » Il s'est tu. Quelque chose dans mon ton l'avait arrêté net, pas la tristesse qui l'attendait. Autre chose, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas encore. Les 50 minutes qui ont suivi ont été les plus silencieuses de ma vie dans cette maison. Julien a fini par allumer la télévision. Isabelle a disparu dans la cuisine. Moi, je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre mon fauteuil, le dernier meuble à moi qu'il n'avait pas encore réussi à remplacer, et j'ai regardé la rue. Les platanes du boulevard, les enfants qui revenaient de l'école, la vie ordinaire d'un mardi après-midi à Montpellier. Je pensais à Raymond. Il était mort il y a 9 ans d'une insuffisance cardiaque, à 62 ans, trop tôt, beaucoup trop tôt. Les dernières semaines à l'hôpital avaient été épuisantes et dévastatrices. C'est là que j'avais compris la valeur de certaines personnes. Marguerite, par exemple, qui venait tous les 2 jours avec des thermos de soupe et qui restait assise dans ce couloir blanc sans jamais se plaindre, et Julien, qui appelait depuis Paris pour demander « Comment il va ?» sans jamais prendre le train. Après la mort de Raymond, j'avais vendu notre appartement de Lyon pour m'installer ici, à Montpellier, où Julien s'était établi avec Isabelle. Je voulais être proche. Je pensais que c'était ce qu'une famille faisait. Ce que je n'avais pas anticipé, c'était Isabelle. Elle était arrivée dans la vie de mon fils comme un courant d'air froid, belle et calculatrice, avec ce don particulier pour transformer les générosités en dettes et les dettes en munitions. La première année avait été cordiale. La deuxième, distante. La troisième, je me retrouvais à demander la permission pour inviter une amie à dîner dans une maison que j'avais moi-même aidé à financer. Car c'était là le nœud de tout. Quand Julien et Isabelle avaient voulu acheter cette maison 4 pièces dans le quartier Antigone bien placé, bien exposé, ils n'avaient pas les fonds suffisants pour le taux d'apport que la banque exigeait. C'était en 2017. J'avais apporté 60 000 € de mes économies, celles que Raymond et moi avions mises de côté pendant 30 ans. « Pas un prêt », m'avait dit Julien. « C'est notre maison à tous, maman. Tu auras toujours ta place ici. »
J'aurais dû faire rédiger quelque chose. Je le savais. Mais on ne rédige pas de documents avec ses enfants. On leur fait confiance. Une voiture s'est garée devant la maison, noire, discrète. La portière s'est ouverte et j'ai reconnu la silhouette de Marguerite avant même de voir son visage. Elle n'avait presque pas changé. 69 ans, le dos droit, les cheveux argentés coupés courts, une élégance naturelle que rien n'entamait. On a sonné à la porte. C'est Julien qui est allé ouvrir. Je l'ai vu se figer. « Bonsoir », a dit Marguerite avec ce calme poli qui excluait toute familiarité. « Je viens chercher Elisabeth. »« Qui êtes-vous » a demandé mon fils, décontenancé. « Une amie de votre mère ?» Isabelle avait émergé de la cuisine. Son regard allait de Marguerite à moi avec une expression que je n'avais pas souvent eu le plaisir de voir sur son visage. L'incertitude. Je me suis levée, j'ai pris mon sac et ma petite valise que j'avais préparée sans qu'il le sache. J'ai traversé le salon sans me presser. Arrivée à la hauteur de mon fils, je me suis arrêtée. « Tu n'as pas à partir comme ça, maman. »« Si. Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Ce que j'aurais dû faire, il y a longtemps. Reprendre ce qui m'appartient. » Isabelle a fait un pas en avant. « Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui vous appartient ?» Je n'ai pas répondu, j'ai suivi Marguerite vers la porte. « Maman !» La voix de Julien avait changé, plus aiguë, moins assurée. « Maman, on peut t'en parler ?» J'ai posé la main sur la poignée. « On en parlera quand tu sauras exactement de quoi il faut parler. » Et je suis sortie. La nuit sentait le jasmin et l'asphalte chaud. Marguerite a mis le moteur en marche sans un mot. Ce n'est que sur la rocade, les lumières de la ville qui s'éloignaient derrière nous, qu'elle a posé la main sur mon bras une seconde. « Tu as bien dormi ces derniers temps ?»« Non. Ce soir tu vas dormir. » Elle habitait une grande maison à Prades-le-Lay, dans la banlieue nord de Montpellier, avec son compagnon Henri, un homme discret et chaleureux qui m'a accueilli comme si j'étais attendue depuis toujours. La chambre d'amis sentait la cire et le linge propre. Les draps étaient frais. Je me suis allongée sans dîner et j'ai fermé les yeux. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, je n'ai pas entendu de voix derrière des portes fermées. Le lendemain matin, Marguerite était déjà assise à la table de la cuisine avec 2 cafés et un dossier en carton bleu. Nous nous étions connus il y a plus de 20 ans, à travers nos maris puis, malgré eux. Raymond et elle s'étaient fréquentés professionnellement, il était expert comptable, elle gérait les finances d'une petite société de promotion immobilière dans l'Hérault. Quand la société avait commencé à prendre de l'ampleur, Raymond m'avait encouragé à investir. J'avais apporté des fonds propres. Marguerite avait pris en charge la direction opérationnelle. On avait signé des statuts en bonne et due forme chez un notaire, avec des parts sociales à mon nom, puis Raymond était tombé malade. Les frais médicaux avaient été écrasants. J'avais vendu une partie de mes parts pour couvrir les traitements, les soins à domicile, les équipements. J'avais cru vendre la totalité. Ce que j'ignorais, c'est que Marguerite avait conservé une infime fraction à mon nom, 2,5% sans jamais la céder, sans jamais en parler, attendant ce moment. 2,5% d'une société qui avait été revendue 3 ans plus tôt à un grand groupe lyonnais pour plusieurs millions d'euros. Elle a ouvert le dossier bleu sur la table. La cession a généré un solde net de 11 300 000 euros. 2,5%, c'est 282 500 euros. J'ai regardé les chiffres sans parler. Ils sont sur un compte séquestre depuis la vente, a-t-elle dit. À ton nom. Tu ne le savais pas parce que tu n'avais pas ouvert les courriers recommandés que l'étude notariale t'envoyait. Je les recevais chez Julien. Marguerite a fermé les yeux une seconde. Ah, 282 500 euros. Ouvert. Intact, en attente. Et mon fils m'avait dit que je ne pouvais plus rester dans sa maison. Cette maison que j'avais contribué à financer à hauteur de 60 000 euros, dont je n'avais aucune trace écrite de donation ni de prêt remboursé. Marguerite a refermé le dossier. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai bu une gorgée de café. Je veux comprendre ce qu'ils savent. Elle a hoché la tête. Alors on va les laisser chercher. Ce soir-là, je lui ai remis l'enveloppe Kraft que j'avais prise dans le tiroir. Elle contenait une lettre manuscrite que j'avais rédigée 6 mois plus tôt, dans un moment de lucidité douloureuse, où j'avais compris que les choses iraient jusqu'au bout. La lettre mentionnait, en termes vagues mais suffisamment évocateurs, des dispositions prises concernant les fonds issus de mon ancienne participation dans une société immobilière. Rien de légalement contraignant, mais suffisamment concret pour allumer une mèche. « Tu veux qu'il la voie ?» a demandé Marguerite. « Je veux qu'il la trouve. » 2 jours plus tard, je suis retournée à la maison de Julien.
Il m'a ouvert la porte avec cette expression mi-soulagée, mi-méfiante que j'avais appris à déchiffrer. Isabelle se tenait juste derrière, les bras croisés, avec une ombre de sourire contraint. « Maman, entre. On voulait justement te parler. » Je suis entrée. J'ai posé mon sac sur le buffet. J'ai regardé la cuisine, le salon, le couloir, comme si je faisais un dernier inventaire de ce que j'avais aimé dans cette maison. J'ai oublié quelque chose dans ma chambre, ai-je dit. Je suis allée chercher une boîte à chaussures que j'avais laissée sous le lit intentionnellement. À l'intérieur, bien visible, se trouvait une copie de la lettre. Je l'ai oubliée sur la commode en prenant soin de laisser la boîte ouverte. Quand je suis revenue dans le salon, j'ai dit à Julien que j'avais besoin de quelques semaines pour régler mes affaires, que je ne lui en voulais pas et que je souhaitais qu'on garde contact. Il a acquiescé avec beaucoup trop d'empressement. Isabelle m'a raccompagnée à la porte avec une douceur soudaine qui sentait l'intérêt comme un parfum bon marché. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, Elisabeth, n'hésite vraiment pas. » J'ai souri. « Merci, ma chérie. » En descendant les marches du perron, j'ai compté intérieurement. Je me suis donné 72 heures. Il m'en a fallu 48. Julien a appelé Marguerite un mardi matin. Sa secrétaire m'a transmis le message. Il souhaitait un rendez-vous pour discuter des intérêts de sa mère. Marguerite l'a reçu le lendemain à son cabinet. Je n'étais pas dans la pièce, mais Henri, qui connaissait la secrétaire depuis 20 ans, m'a rapporté l'essentiel. Julien était venu seul. Il s'était assis en face de Marguerite avec la posture de quelqu'un qui se croit en position de négocier. Il avait expliqué que sa mère était fragile, dépassée par les questions administratives, qu'il s'inquiétait de la voir gérer seule des sommes importantes. Il avait sous-entendu qu'une procuration ou une forme de cogestion des fonds serait dans l'intérêt de tout le monde. Marguerite l'avait écouté sans l'interrompre. Puis elle avait dit « Je vais en parler à Elisabeth ». Il était reparti convaincu d'avoir semé quelque chose. Il avait semé quelque chose, en effet. 3 jours plus tard, Julien et Isabelle nous ont invités à déjeuner. Un restaurant du centre, agréable, sans ostentation, ils avaient compris qu'il ne fallait pas paraître trop enthousiaste. Isabelle portait le même genre de veste que la dernière fois. Julien avait ce regard de quelqu'un qui a préparé ses phrases à l'avance. On a parlé de tout et de rien. Du temps, du quartier, des projets. Puis Julien a posé ses mains sur la table. « Maman, on a réfléchi. On sait qu'on n'a pas toujours été à la hauteur. Et on voulait te proposer quelque chose de concret. » Il a sorti une chemise cartonnée. À l'intérieur se trouvait un document de plusieurs pages. Dense, technique. J'ai vu les mots « mandat de protection future »,« gestion déléguée »,« représentation légale ». « C'est un mandat de protection », a-t-il expliqué. « Comme ça, si jamais tu as du mal à gérer tes comptes, on peut t'aider. Légalement. Proprement. » J'ai feuilleté les pages sans me presser. Un mandat de protection future. Sous cette appellation rassurante se cachait un mécanisme qui, une fois activé par un certificat médical, me retirait la gestion autonome de mes biens pour la confier à Julien. Avec Isabelle comme suppléante, je me suis rappelé la voix de Raymond à l'hôpital. « Elisabeth, ne signe jamais rien sans lire jusqu'au bout. » J'ai refermé la chemise. « C'est beaucoup de travail que vous vous êtes donné. » Isabelle a souri. « On voulait que ce soit bien fait. Pour toi, pour moi. » J'ai levé les yeux vers mon fils, ce fils à qui j'avais appris à lire. Ce fils pour qui j'avais vendu des parts de société pour payer des soins médicaux et des vacances scolaires, et un appartement à Paris et un apport pour une maison à Montpellier. Ce fils qui me regardait maintenant avec les yeux de quelqu'un qui attend une signature. « Je vais y réfléchir », ai-je dit. Il n'était pas satisfait, mais il ne pouvait rien dire. En rentrant, dans la voiture de Marguerite, j'ai gardé la chemise cartonnée sur mes genoux sans la rouvrir. « Alors ?» a-t-elle demandé. « Ils ont demandé un mandat de protection future. » Marguerite n'a pas répondu tout de suite. Puis, c'est plus sérieux que je ne pensais. « Oui. Tu veux aller jusqu'où ?» J'ai regardé par la vitre. Le ciel de Montpellier était d'un bleu presque agressif, comme il l'est souvent en novembre quand le vent déchasse les nuages. Jusqu'à ce qu'ils comprennent exactement ce qu'ils ont fait. La semaine suivante, Marguerite a convié Julien et Isabelle à son cabinet pour finaliser certains points administratifs concernant mes avoirs. Elle les a reçus dans la grande salle de réunion, avec son associé présent comme témoin. Je les attendais dans le bureau adjacent, derrière une porte entr'ouverte. Marguerite avait posé sur la table les documents originaux, les statuts de la société, l'acte de cession partielle, le relevé du compte séquestre, et tout en haut de la pile, une lettre de l'étude notariale datée du mois de mars.
L'une des lettres recommandées qui m'avait été adressée chez Julien et qu'il n'avait manifestement jamais transmise. « Vous reconnaissez ce document ?» a demandé Marguerite à mon fils. Julien a pâli. « Ce sont des courriers destinés à votre mère. Ils lui ont été envoyés à son adresse chez vous sur une période de 10 à 8 mois. Elle ne les a jamais reçus. On ne savait pas ce que c'était. »« Vous ne saviez pas ?» Marguerite a hoché la tête lentement. « Votre mère est propriétaire d'un compte séquestre de 282 500 €. Elle l'ignore depuis 3 ans parce que quelqu'un chez vous a intercepté ou écarté des recommandés à son nom. » Isabelle a voulu parler. Marguerite l'a interrompue d'un geste. « Je ne suis pas juge. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis notaire depuis 32 ans et je connais les conséquences juridiques du détournement de correspondance. » Le silence dans la pièce était d'une densité particulière. Pas le silence de l'incompréhension, celui de la prise de conscience. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert la porte. Julien m'a regardé comme si j'étais une apparition. Isabelle avait les mains croisées sur la table et ne bougeait plus. Je me suis assise. « Je ne suis pas venue pour vous condamner, » ai-je dit. « Je suis venue pour que vous sachiez ce que vous avez fait. Pas dans l'abstrait. Concrètement. » Mon fils a ouvert la bouche. « Laisse-moi finir. Il sait tout. J'ai travaillé pendant 30 ans avec votre père pour mettre de l'argent de côté, pas pour le thésauriser, pour avoir quelque chose à transmettre. Quand il est tombé malade, j'ai tout utilisé pour qu'il soit soigné dignement. J'ai vendu des parts, des bijoux, notre appartement, je n'ai jamais regretté un seul centime. Je me suis arrêtée. Ensuite, j'ai apporté 60 000 € pour que vous puissiez acheter votre maison, sans contrat, parce qu'on n'écrit pas de contrat avec ses enfants. » Julien avait les yeux brillants. Je ne savais pas si c'était de la honte ou de la peur. « Ce que tu m'as demandé l'autre soir, la procuration, le mandat de protection, tu ne me l'as pas demandé parce que tu t'inquiètes pour moi. Tu me l'as demandé parce que tu as senti qu'il y avait de l'argent et que tu voulais t'en assurer l'accès. » Isabelle a regardé ses mains. « Je ne vais pas porter plainte. Ce n'est pas ce que je veux. » Julien a relevé la tête. « Ce que je veux, c'est que tu comprennes. Pas dans 10 ans, quand tu seras vieux, et que tu regarderas tes propres enfants. Maintenant. » La pièce était immobile. L'argent du compte séquestre, j'ai décidé de l'utiliser. J'achète un appartement, à mon nom, avec mon propre notaire, et j'établis moi-même mes volontés par écrit, librement. J'ai posé la chemise cartonnée sur la table, leur mandat de protection. Je vous rends ça, vous n'en aurez pas besoin. Nous sommes sortis, Marguerite et moi, dans le couloir silencieux du cabinet. Dehors, le soleil de décembre était pâle et propre sur les toits. Les semaines qui ont suivi ont été calmes d'une façon que je n'avais plus connue depuis longtemps. Marguerite m'a aidé à trouver un appartement rue de la Loge, dans le cœur historique de Montpellier, au 2e étage d'un immeuble du XVIIIe siècle avec des plafonds hauts et une vue sur le clocher des Récollets. 2 pièces, parquet d'origine, une cuisine refaite. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai signé le compromis un vendredi matin. C'était la première chose que je signais depuis des années, en sachant exactement ce que je signais. Julien n'a pas appelé pendant 3 semaines. Puis un soir, un message. « Est-ce que je peux venir te voir ?» Seule. Je lui ai donné une adresse pas encore la mienne, celle de Marguerite. Je n'étais pas prête à lui montrer mon appartement, pas encore. Il est arrivé à l'heure, ce qui était inhabituel. Il portait une veste que je lui avais offerte pour ses 40 ans, et ça m'a fait quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. On s'est assis dans le jardin de Marguerite. Henri nous a apporté du thé sans qu'on le demande et s'est éclipsé. Julien a gardé les mains posées sur ses genoux un long moment avant de parler. Je ne sais pas par où commencer. Commence par ce qui est vrai. Il a regardé les rosiers dégarnis de l'hiver. Isabelle et moi, ça ne va pas bien. Depuis un moment. Elle est partie chez ses parents la semaine dernière. Je ne sais pas si elle revient. Je n'ai rien dit. Ce qu'on a essayé de faire le mandat. Tout ça, c'était son idée au départ, mais je l'ai laissé faire. Pire, je l'ai encouragé. Je voulais croire que c'était pour toi. Il a secoué la tête. C'était pour nous, pour moi. Pour arrêter d'avoir peur de ne pas avoir assez. Tu as toujours eu peur de ça. Il m'a regardé. Même enfant. Tu ramassais les pièces dans les fontaines, tu gardais tes étrennes dans une boîte sous le lit. J'ai souri malgré moi. Ce n'est pas un défaut. C'est devenu dangereux parce que tu as laissé cette peur décider à ta place. Il a baissé la tête. Les courriers recommandés, Julien. Il a fermé les yeux. Je les ai vus arriver.
Je ne les ai pas ouverts. Je les ai mis dans un tiroir en me disant que je verrais plus tard, puis j'ai arrêté d'y penser. Et tu n'as jamais pensé à me les transmettre? Non. La franchise de ce nom m'a plus touchée que n'importe quelle excuse. Il n'essayait pas de se trouver des raisons, il disait simplement la vérité. Je suis ta mère, Julien. Pas un problème à gérer, pas un capital à administrer. Les larmes qu'il retenait depuis le début ont finalement cédé. Pas d'une façon spectaculaire, juste 2 ou 3 qui sont tombés et qu'il n'a pas essuyé. Je lui ai laissé ce moment sans intervenir. Le soleil descendait derrière les cyprès. Quelque part dans la maison, Henri faisait réchauffer quelque chose qui sentait la tomate et le thym. « Papa t'aurait dit quoi ?» a demandé mon fils à voix basse. J'ai réfléchi. Il t'aurait dit que l'argent qu'on n'a pas gagné pèse plus lourd que celui qu'on a perdu. Julien a acquiescé lentement. Puis il a sorti de la poche intérieure de sa veste une enveloppe. J'ai vu un avocat. Pour les 60 000 €. Il y a peu, être moyen, si tu veux, de les formaliser. Soit comme remboursement sur plusieurs années, soit autrement. Comme tu préfères. Henry's, je n'ai pas pris l'enveloppe tout de suite. Ce n'est pas l'argent qui compte. Je sais. Mais c'est un début. Je l'ai pris. Les mois qui ont suivi, je les ai vécus à mon propre rythme, pour la première fois depuis longtemps. J'ai emménagé rue de la Loge en janvier. Marguerite m'a aidé à porter les cartons. Henri a accroché les cadres. J'ai disposé la photographie du mariage sur le buffet de l'entrée, là où la lumière du matin la touche en premier. Julien est venu voir l'appartement un samedi de février. Il est resté dans l'embrasure de la porte un moment, à regarder la pièce, avant d'entrer. « C'est beau !» a-t-il dit simplement. « Oui. » Il a remarqué la photo de Raymond. Il s'est arrêté devant. « Tu ne m'as pas raconté comment vous vous étiez rencontrés. »« Non. Tu voudrais me raconter ?» On s'est assis tous les deux à la petite table de la cuisine avec du café et des clémentines, et pour la première fois depuis des années, on a parlé de Raymond. Vraiment. De l'homme qu'il était, de l'argent que ça lui coûtait de faire confiance, de tout ce qu'il avait transmis sans le formuler. Julien écoutait, sans son téléphone, sans regarder l'heure. Ce n'était pas la réconciliation d'un film. Il n'y a pas eu de grande scène, pas de promesses solennelles, pas de larmes cathartiques. Il y avait juste mon fils, assis en face de moi, qui apprenait lentement à regarder en arrière sans détourner les yeux. Isabelle n'est pas revenue, je ne l'ai plus revue. Au printemps, j'ai utilisé une partie des fonds du compte séquestre pour créer une petite bourse destinée aux étudiants en formation professionnelle dans l'Hérault les métiers manuels, la maçonnerie, la menuiserie, la plomberie, les métiers que Raymond respectait profondément et que personne ne voulait plus financer. On l'a appelé simplement « Bourse Raymond Aubert ». Il n'y a pas eu de cérémonie, juste un article dans un journal local et un formulaire sur un site officiel. Julien m'a aidé à rédiger les statuts de l'association. Un soir, en feuilletant les dossiers, il m'a dit « Je n'aurais pas imaginé qu'on ferait ça ensemble. » Moi non plus. Il a levé les yeux. « Est-ce que tu me fais confiance ?» C'était une vraie question, posée sans filet. « Je fais confiance à l'homme que tu essaies de devenir » et je répondu « C'est suffisant pour commencer. » Il a hoché la tête et on a continué à travailler. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai pris la photographie de Raymond sur le buffet. Dans la lumière de la lampe de chevet, son visage avait cette expression sérieuse et douce qu'il réservait au moment où il voulait que je l'écoute vraiment. « Tu avais raison », lui ai-je dit à voix basse. « Ne rien signer trop vite. Attendre que les choses se montrent sous leur vrai jour et ne jamais confondre l'amour avec la naïveté. » J'ai éteint la lumière. Dehors, le printemps de Montpellier sentait les fleurs de tamaris et la pierre chauffée par le soleil. Dans quelques jours, les premiers boursiers de la Fondation recevraient leur lettre d'acceptation. J'avais 64 ans. J'avais une maison à moi, un notaire de confiance, et un fils qui apprenait à être honnête. Ce n'était pas la vie dont j'avais rêvé. C'était peu être mieux, parce que je l'avais choisi entièrement, les yeux ouverts. Si cette histoire vous a touché, dites-moi en commentaire. Qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous pardonné aussi vite, ou auriez-vous attendu plus longtemps? Vos réponses m'importent vraiment. Et si vous voulez connaître la suite de l'histoire de la bourse Raymond Aubert et ce que Julien a fini par m'avouer un soir de juillet, la prochaine vidéo vous attend sur l'écran. Elle commence là où les vraies histoires recommencent.